Ce dimanche, Alassane Samba Diop analyse la nouvelle annonce du gouvernement, l'actionnariat des nationaux au moins de 34% dans l'exécution des projets publics. Avec ses invités, Daouda Sarr, auditeur, ancien ministre de l'intégration africaine, et professeur Ababakar Sadir Bey, physicien et spécialiste du développement à la base, Alassane Samba Diop interrogera la réforme de la commande publique. Son potentiel dans le développement de l'économie locale, quels sont les freins à ce développement? L'air du temps, c'est ce dimanche 24 janvier 2021 à 10h sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. E-Radio, ici et ailleurs. Dimanche 24 janvier 2021, merci d'être à l'écoute de l'air du temps qui reçoit aujourd'hui M. Doudou Sarr. Doudou Sarr est ancien ministre de l'intégration africaine et ensuite auditeur. En même temps, Doudou Sarr, comme vous le connaissez, les Sénégalais le connaissent, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de questions, surtout les questions économiques et concrètes. L'autre, c'est Ababakar Sadir Bey, qui est physicien, qui est un homme de terrain et qui connaît bien ce qui se passe dans nos quartiers parce qu'il travaille beaucoup à la base. Le développement à la base, c'est le vrai développement, dit-on. Le gouvernement a annoncé deux mesures majeures. C'est des annonces encore. Ce n'est pas encore concrétisé. Il parle des grandes lignes du projet présenté par le privé au privé national. C'est la réforme de la commande publique. La commande publique a été un cheval de bataille du secteur privé sénégalais qui demandait que l'État du Sénégal commande justement nos meubles et tout ce qui est public d'abord au Sénégal. Parce que le constat qui a été fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui captaient la commande publique et qui empêchaient les sociétés nationales de pouvoir le faire. Doussard, où on a parlé de ces sujets, de la commande publique, en quoi la commande publique peut-elle être intéressante pour l'économie sénégalaise? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour l'information. Parce qu'en réalité, c'est vous qui m'avez informé, qui m'avez donné cette information-là pour la première fois. Et c'est après que j'ai lu notre quotidien national. Moi, j'ai été soulagé lorsque j'ai pris connaissance de l'information. Parce que c'est un combat que nous menons depuis des décennies. Maintenant, il faut regarder les choses de près. C'est pas que je sois un éternel insatisfait, mais qu'il y a des critiques à faire. Il y a à pousser le gouvernement dans ses retranchements pour qu'il aille le plus loin possible. Nous avons une première question à affronter, c'est bien d'identifier le problème. Lorsque nous parlons de commande publique, nous parlons d'abord de questions d'acteurs et d'acteurs de terrain. Cette question n'est pas seulement étroitement technicienne et techniciste, technocratiste. Non. C'est une question politique centrale. Lorsque De Gaulle s'oppose à l'acquisition de Bull, on a fait les appels d'offres, les dossiers d'appels d'offres ont été traités et le résultat c'est Westinghouse. Et pourtant, de façon illégale, De Gaulle s'oppose à l'acquisition de Westinghouse. Ça, c'était avant-hier. Lorsque Obama casse le marché des ravitailleurs de l'armée américaine, il l'a cassé 2 fois. Les appels d'offres ont été faits 2 fois. Traités. Le résultat a été le même. Airbus, EADS gagne. Et pourtant, Obama casse le marché illégalement. Et parce que c'est un homme politique, il prend ses responsabilités politiques. Donc ce n'est pas une question de technicien seulement. C'est une question d'abord politique. C'est une question d'abord politique. De quoi s'agit-il? Mais il s'agit de notre indépendance nationale. C'est une question de souveraineté. Pas seulement de souveraineté. L'Europe a été reconstruite après la guerre par la commande publique. Les États-Unis se sont projetés comme première puissance économique mondiale par la commande publique. L'Angleterre, qui est donnée en exemple du libéralisme, elle s'est reconstruite par la commande publique. Ce que l'on vante et qu'on nous oppose souvent comme preuve de nos incapacités et de nos incompétences, ce qu'on appelle les dragons asiatiques, ils se sont développés par la commande publique, mais parce que c'était encore la guerre froide, et par l'appui de ceux qui nous imposent ces codes de marché-là. Alors moi, j'ai toujours traité nos codes de marché, ce n'est pas d'aujourd'hui, de codes de marché néocoloniaux. Parce qu'ils nous ligotent. Ils nous empêchent de décider. Notre richesse,
Et c'est pourquoi c'est nous les premiers apporteurs. C'est le marché de la construction nationale du Sénégal comme pays moderne. Aucune aide publique, aucune aide privée, aucun emprunt extérieur n'égalera cet apport-là. Vous les cumulez tous, ils n'égalent pas cet apport-là. Donc c'est nous qui devons légitimement décider. L'indépendance nationale n'est pas une notion abstraite. Si on a notre drapeau, si on a notre hymne national, et que nous ne décidons pas seuls sur notre commande publique, nous ne sommes pas indépendants. Donc c'est une question politique centrale, vitale. Est-ce que vous analysez de la même façon sur la commande publique? Est-ce que c'est une question de souveraineté nationale d'abord? Mais merci Alassane Samba Diop pour cette invitation, et je suis ravi et honoré de partager le plateau avec mon grand frère, le ministre Sarr, avec qui donc, nous avons fait les bancs avant vous. Il était d'une année ou deux devant moi. Et quand je fais référence à ça, je fais référence à ce qui était avant vous. Nous, c'est la Mengue qu'on a découvert. Nous. Voilà, c'est bien après. Disons, c'est la notion d'élitisme sans caractère péjoratif. C'est pour l'émulation, pour la stimulation. Quand on assistait à des cérémonies de distribution des prix, on avait envie de quitter là-bas et de redoubler d'efforts pour pouvoir, la fois suivante, recevoir le prix. Bien. Ceci étant, donc je partage entièrement le point de vue du ministre Sarr, et la notion d'indépendance, elle est liée au fait que la philosophie de l'Occident, quels que soient d'ailleurs les termes qui peuvent être utilisés, partenariat, aide au développement, tout ça, c'est toujours un préalable qui est là, un motto qui paye commande. Ils sont toujours dans cette logique. Ils payent, ils subventionnent, ils aident, et ils disent, voilà, c'est les secteurs prioritaires que leurs agences indiquent qu'il faut mettre. Ensuite, deuxièmement, assez souvent, quand ils apportent l'argent sur la table, quelle que soit la forme, ils sont dans un schéma où ils exigent des codes des marchés avec des critères de sélection qui privilégient des entreprises qui sont déjà mieux structurées que les nôtres, même si par ailleurs, le produit qu'ils proposent n'est pas meilleur que le produit qui est fabriqué par nos entreprises. Je prends un exemple. Vous prenez l'immobilier, le mobilier. Mais assez souvent, dans tous les bureaux où vous allez, c'est des mobiliers qui viennent de Chine. Ouais. Mais on le voit, vous rentrez dans les bureaux, il y a un panneau qui se détache, il y a les pieds qui brinque-ballent, au bout d'un an ou deux, et puis après il faut changer. Moi, ce que j'ai fait récemment à la faculté des sciences, j'ai récupéré des bureaux, quand ils sont arrivés, des mobiliers chinois, je les ai donnés à mon ébéniste, menuisier, et je lui ai dit, vous me cherchez du bois massif, et vous me cintrez tout ça, vous faites les ossatures, et tout a été fait. Et entre-temps, depuis 3-4 ans, ça n'a pas bougé. Tous les meubles qui ont été commandés après sont partis à la casse. Donc j'ai fait renforcer ce mobilier-là, mais il aurait pu être commandé et fait par nos menuisiers. D'autant plus que on a un potentiel énorme, parce que quand on parle de production, c'est soit une production artisanale, soit une production industrielle. Notre industrie, même si elle est faible dans pas mal de secteurs, avec même certaines industries qui ont disparu, plus ou moins, telles que le textile, etc., alors que c'était des niches énormes, les artisans, je parle sous le contrôle de la PDA, ils ont recensé en 2004 ou 2006 à peu près entre 122 et 150 000 ateliers artisanaux, pour une population en moyenne de 400 à 500 000 artisans. Sur 15 millions de Sénégalais, mais c'est énorme. Alors, moi je dis, en fait, ces parties prenantes qui peuvent répondre aux appels d'offres, je crois, méritent d'être informées, d'être mieux informées. La communication mérite d'être développée pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont même pas à attendre des fois qu'une commande publique soit lancée. Ils peuvent faire des pilotes qui peuvent présenter à l'administration, parce que c'est des ouvriers, c'est des artisans, c'est des producteurs artisanaux, industriels, et qui ont bien à vendre, et il faut qu'ils aillent vers le marché.
Et je crois qu'il y a vraiment toute une démarche à faire là-dessus. Et l'État, en revanche, doit compléter cette démarche en disant, vous savez, il y a eu par exemple des concours qui ont été lancés. Le prix du président de la République pour la bijouterie, pour les ciseaux d'or, etc. Tout ça. Mais ces initiatives-là ne sont pas là simplement pour développer la culture de la reconnaissance, mais il faut aussi qu'ils soient saisis pour pouvoir répondre à des besoins. Si on lançait le prix du président de la République pour le meilleur mobilier de bureau, tous les artisans s'y mettraient pour créer un design, etc. Et puis, on dit par exemple, le premier prix, c'est X francs CFA, et puis plus, par exemple, la commande publique de 50 bureaux pour tel, tel et tel. Et ça, il n'y a pas besoin d'appel d'offres, et on le ferait avec nos propres moyens, sans avoir à subir de pression pour des appels d'offres, etc. Ouais. Et imaginez-vous tous les menuisiers du Sénégal qui se mettraient à fabriquer des bureaux. Moi, je suis sûr que non seulement on trouverait des designs, on trouverait des choses d'excellente qualité qui pourraient permettre disons, d'ameubler les bureaux de tous les services publics, mais même en même temps, ça interpellerait les Sénégalais lambda pour qu'ils puissent aller acheter ce genre de choses au lieu d'aller acheter des choses importées. Le gouvernement parle d'innovation qui sont entre autres la mise en place d'un cadre juridique commun aux partenaires publics-privés à paiement par les usagers et les PPP à paiement public. Une plus grande clarté dans les procédures de passation de tout projet, le renforcement de la promotion du secteur privé local et les dispositifs d'exigence du contenu local ainsi que le renforcement du dispositif de suivi et de contrôle des PPP. Est-ce que derrière toute cette littérature-là, ce n'est pas l'argent du Sénégal qui est en jeu, qui peut permettre aux entreprises locales sénégalaises de faire la commande publique sénégalaise sans pour autant qu'elle soit imposée par les entreprises étrangères? Oui, là, le gouvernement cherche à maîtriser la gestion de l'argent public et à être l'unique décideur sur la gestion de l'argent public et ne pas partager ces décisions-là avec les pays bailleurs de fonds. Je disais tout à l'heure que notre apport est tel qu'il est beaucoup plus important que l'ensemble de l'apport cumulé des bailleurs de fonds. Il s'agit en plus de l'argent du Sénégal, donc les décisions doivent nous revenir légitimement et exclusivement. Ils peuvent donner leur avis, mais c'est à nous et à nous seuls de décider. Alors pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait aller plus loin? La notion de secteur privé n'est pas évidente chez nous. Elle n'est pas clarifiée. Elle n'est pas clarifiée. On ne sait pas qui est derrière le secteur privé. Mais on qui le se cache sait, derrière. Mais la majorité de notre secteur privé n'est pas reconnue. Une femme transformatrice, elle est du secteur privé. Tout à fait. Lorsqu'on vous dénombre les entreprises privées au Sénégal, elles n'en font pas partie. Alors que les productrices, elle n'est pas seulement commerciale, parce qu'il y a des entreprises qui achètent en l'état, qui reconditionnent et qui revendent dans l'état, quasiment. La femme transformatrice est beaucoup plus productrice, contribue beaucoup plus à la formation de notre production intérieure brute que ces entreprises-là. Et pourtant, elle n'est pas dénombrée dans le secteur privé. L'histoire du contenu local, et ça, il faut rectifier, ce n'est pas des ressources qui sont affectées au secteur privé officiel. Non. C'est de l'argent qui doit être réaffecté au peuple sénégalais, quelle que soit la configuration de l'unité entrepreneuriale. Qu'elle soit structurée, comme le disait Abdou Diouf, ou pas, qu'elle soit informelle, comme disent certains, ils achètent, ils commercialisent, ils contribuent à notre production nationale. C'est notre secteur privé. Notre secteur privé, c'est plus d'1 million d'unités productives. Les entreprises familiales, agricoles sont notre secteur privé. Il faut regarder notre secteur privé sans complexe. Les entreprises d'élevage qui tentent de faire du lait désespérément, c'est notre secteur privé. Il y a un livre qui a disparu, c'est Le Monde des affaires sénégalais, de Sarmir Amin. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la manière dont systématiquement est démantelé l'embryon d'entrepreneuriat national d'alors. Et en fait, nous sommes en train de repartir vers des choses qui existaient déjà dans notre pays. Il y a deux contenus locaux.
j'allais dire, il y a deux contenus locaux. Il y a le contenu local entre nous et les entreprises des pays bailleurs de fonds, mais il y a le contenu local entre nous et notre secteur privé. Lorsque le président Abdoulaye Wade appuie le secteur privé de 15 milliards, il a reconnu d'ailleurs, c'est sans contrepartie d'embauche, sans contrepartie d'achat au Sénégal. Vous donnez de l'argent à des entreprises sénégalaises, un, elles n'embauchent pas, et mettent cela dans le programme de production, et deux, elles n'achètent pas sénégalais. Donc, affecter des ressources à ce qu'on appelle le secteur privé n'est pas une garantie de production nationale et d'embauche nationale. Ce n'est pas une garantie. Donc, lorsqu'on parle de contenu local, on doit discuter de ces deux côtés-là. Lorsque nous parlons de contenu local avec des entreprises étrangères, moi, de mon point de vue, il n'y avait pas besoin d'une loi. On négocie produit par produit. C'est une négociation, c'est un accord, ce sont des formalités contractuelles. Lorsque vous auditez les grandes entreprises étrangères au Sénégal, elles n'achètent sénégalais que si elles y sont forcées. Moi, ce ne sont pas les bénéfices et les impôts qui m'intéressent, mais que la majorité des charges soient dépensées ici. Et ça, ce n'est pas encore la cible des négociations sur le contenu local. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Emploi sénégalais, salariés, emploi sénégalais non salariés. Mais parce qu'attention, lorsqu'on parle de commande publique, on parle de création d'emplois publics et de création d'emplois privés. Ces entreprises qui travaillent avec l'État, mais les salaires qu'elles payent, mais ce sont des salaires qui viennent de marcher avec l'État. Lorsqu'elles ont un marché de privé à privé, une bonne partie des investissements viennent des marchés avec l'État. C'est avec les lettres de commande que les banques prêtent et qu'on achète des machines-outils. Donc ne nous y trompons pas, la commande publique, ce n'est pas le montant pile de la commande publique. C'est le montant de la commande publique plus la majorité de la commande privée. Je dis bien à 100% privé. Le deuxième élément porte sur les responsabilités de l'État. Nous ne sommes pas dans le contexte de croissance des dragons asiatiques. Nous sommes dans un contexte où nous subissons une guerre économique des partenaires qui nous sourient, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Ils ne veulent pas que nous produisions. C'est paradoxal d'ailleurs. Si nous ne produisons pas, nous ne serons pas de bons consommateurs. Mais il y a des produits qui ne peuvent plus nous vendre. Les produits textiles, ils ne peuvent plus nous les vendre. Les produits électroménagers élémentaires, rudimentaires, ils ne peuvent plus nous le vendre. Ils ont tellement de surcoûts que ces produits sont non compétitifs, y compris dans un marché captif pour eux, comme le nôtre. Donc, par rapport au paragraphe que vous venez de lire, il faut pousser et les recherches, et puisqu'ils veulent en faire une loi, et les articles de la loi, pour définir, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan économique, le pourcentage minimal de charges qui doivent être dépensées dans notre pays. Parce que c'est ça qui fait vivre les petits producteurs. Mais de l'autre côté, pour ce qu'on appelle le secteur privé, leur imposer un pourcentage minimal de charges à dépenser ici. Puisqu'ils disent que ce sont des patriotes économiques, à dépenser ici dans notre pays. Il y a un autre secteur privé, mais il y a des centaines d'ingénieurs génie civil qui chôment dans notre pays, qui sont qualifiés, auxquels il est imposé du travail au noir, qui font souvent l'essentiel des travaux. Donc ils sont reconnus par le marché. Lorsque nous distribuons ces marchés, moi je parle de distribution des marchés, de répartition du travail, nous devons leur affecter un pourcentage, ce qui n'est jamais fait. Je répète, c'est eux qui font l'essentiel des travaux des grandes entreprises du BTP que vous connaissez. Et pourtant, ce sont des demandeurs d'emploi. Donc, là, M. Bey, la question est beaucoup plus profonde que ça. Il faut aller au-delà de l'écume. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec le ministère. Vous savez, quelle que soit la volonté de l'État, quels que soient les décrets, l'ossature juridico-administrative qui est mise en place,
s'il ne contient pas les ingrédients d'aménagement d'un cadre favorable, ça ne marchera pas. Je prends un exemple. Vous prenez les BTP. Il y a la SICAP et les HLM. Mais qui sont toujours dans un créneau de faire toujours ce qui se faisait Il y a 50 ans. Voilà. Or, les enjeux de l'heure par rapport à la construction, par rapport à l'habitat social, c'est de construire des bâtiments qui ont un confort hygrothermique donné, allant même jusqu'à des bâtiments à énergie positive, et au coût les plus réduits possible, mais dans tout leur cycle de vie. Pas seulement lors de la construction, mais lors de leur fonctionnement. Si vous avez un bâtiment administratif où toute la journée il fait sombre, vous êtes obligé d'allumer des lumières, la facture d'électricité, elle va être extrêmement importante. Si vous mettez du verre sur une façade qui est directement exposée au soleil, De la chaleur. vous faites de l'effet serre, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit initier parallèlement à cette armature, ce cadre juridique et administratif, les éléments pour aménager le cadre. Par exemple, lancer toutes les initiatives pour dire, écoutez, nous demandons à la SNHLM et à la SICAP, dans le cadre de leurs habitats sociaux qu'ils développent, qu'il y ait des innovations dans ce secteur. Et y compris en matière de gros œuvres, par rapport à des problèmes d'isolation thermique et phonique, y compris même dans le second œuvre, par exemple, au niveau des sanitaires, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Des pays comme la Tunisie n'importent plus de sanitaires pratiquement, n'importent plus d'électroménager. Alors, j'ai pris le cas des BTP, je peux prendre le cas de l'agrobusiness. Donc il faut mettre en place ce qu'ils appellent un partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur. Mais bien sûr, tout à fait. Et bien indiqué, voilà ce que les objectifs de l'État, c'est pour que, en tout cas, le Sénégal puisse avoir un programme dans le secteur BTP de construction de logements et de bâtiments intelligents, à énergie positive, et que tout de suite, quand l'environnement est là, ça veut dire que les gens savent que s'ils viennent avec un projet clair et qui est convaincant, la SNHLM va choisir telle ou telle formule pour lancer, par exemple, son programme de 300 logements, etc., dans tel et tel domaine. Non, c'est un marché. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient les perspectives d'un marché. Qu'est-ce que le marché attend d'eux par rapport à leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire, et pouvoir y aller, et on les met en compétition. Et là, c'est stimulant. Si je prends l'agrobusiness, donc, il y a les activités principales d'un secteur donné, mais il y a aussi les activités d'accompagnement ou de soutien. On a, quel que soit le montant qu'on mettra pour soutenir l'agriculture, c'est toujours le marché qui gouverne. Le besoin, la demande. Mais la première chose à régler, c'est que, quelle que soit la quantité produite, il faut savoir conserver des denrées périssables. Conserver, ça veut dire qu'il faut maîtriser la chaîne de froid. Mais les activités d'accompagnement, compte tenu de l'expertise des techniciens, ingénieurs, thermiciens du froid, qui sont capables de fabriquer des entrepôts frigorifiques et des chambres froides, doivent être sollicités. Et moi, j'ai une équipe qui travaille sur ces aspects-là. Nous venons d'installer pas mal de chambres froides dans pas mal de secteurs du pays. Et c'est quoi? C'est trouver un partenaire qui peut vous fournir un panneau isolant. En général, pour ce type de choses, c'est des panneaux en polyuréthane avec une double face métallique, aluminium et autres. Et puis des groupes frigorifiques. Mais on n'a pas besoin d'aller nous-mêmes chercher à fabriquer ces éléments-là. On va les acheter là où c'est le plus compétitif.
Et ce qu'on va faire, c'est un know-how, c'est un savoir-faire qui va nous permettre de donner une solution clé en main avec notre savoir-faire, comment on agence ça pour répondre à tel et tel besoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas acheter des choses frigorifiques. Même par exemple les véhicules frigorifiques, on n'aurait même plus besoin de les installer. Parce que si le véhicule qui a juste la locomotive est là, et sur la plateforme, on peut fabriquer des caissons réfrigérés qu'on pose là-dessus, etc. Donc ça, c'est des activités d'accompagnement qui permettent de développer le secteur de la conservation et qui va être un point important pour l'agrobusiness. Deuxième préalable, si vous avez une chambre froide et que vous devez vous connecter en permanence au niveau de la Sénélec pour les alimenter, tout le monde sait les coûts prohibitifs. Tout le monde sait que la Sénélec, donc aussi, n'a pas tout le temps les moyens de fournir une énergie de qualité en quantité suffisante et au plus bas coût. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut promouvoir l'utilisation de mix d'énergie renouvelable. Solaire. Par exemple, une combinaison de biogaz, générateur à biogaz, qui, dans la journée, c'est le photovoltaïque parce qu'il y a du soleil, qu'il faut marcher les équipements. Et le soir, il n'y a plus de soleil, c'est le biogaz et le générateur électrique à biogaz qui prend le relais. Et quand on maîtrise l'énergie, ça veut dire qu'on a maîtrisé un des facteurs importants pour augmenter la compétitivité. Et maintenant, une fois qu'on a réglé le problème de la conservation, les produits frais, on peut les écouler sans problème en fonction de la demande. Il reste maintenant le problème de la transformation. Et la transformation, encore une fois, il y a l'aménagement du cadre qui permet de dire, écoutez, l'État va appuyer toutes les politiques pour fabriquer des équipements de transformation. Mais y compris d'ailleurs à pousser à alléger les charges pour importer des équipements, pour faire du reverse engineering, parce que nos ingénieurs et nos techniciens sont capables de désosser un certain nombre de machines, de voir comment et de les refabriquer en assemblant à partir de composantes de départ. Hein? Et ça aussi, c'est des activités de soutien. Et nous l'avons vu, il y a pas mal d'inventeurs sénégalais qui ont fait des choses. Je citerai l'exemple de Sanoussi Diakité, etc., avec sa machine à fognon. Bon, des gens qui... Moi, j'ai une équipe qui fabrique, par exemple, là, on a un moulin concasseur qui est capable de produire, on a mis ça au point, et le prototype est là, capable de produire 200 à 300 kilos de fruits ou légumes. Si vous les rentrez frais, il les sort en purée ou en jus, et si vous les rentrez séchés, il les sort en poudre. Donc voilà un peu des initiatives qui permettraient vraiment de faire booster justement cette... la préférence nationale, je dis, elle doit certes avoir un cadre juridico-administratif, mais elle doit être l'objet d'un accompagnement concret sur les mesures et les actions d'appui. Mais est-ce que cet accompagnement, c'est d'abord qu'on doit comprendre que l'État a décidé maintenant que dans les cadres des entreprises, des projets publics, qu'au minimum 34% de l'actionnariat sera pour les nationaux. Le ministre dit que ça peut monter jusqu'à 50%. Même 60%. Il a dit même 60%. Même 60%. Mais dans d'autres pays, ça se fait, c'est normal. En Chine, à Dubaï, quand vous voulez investir, vous êtes obligé de travailler avec un national. Au Sénégal, c'est pas encore... c'est un état de projet. Tout à fait. Donc moi, je voudrais rebondir sur ce que le professeur a dit. Le professeur vous a parlé de textes favorables. C'est vrai qu'il faut aborder ces questions-là sans complexe. Il faut discriminer. Parce que ceux qui nous donnent des conseils aujourd'hui l'ont fait. Mais ils ne veulent pas que nous apprenions ces leçons-là de ce qu'ils ont fait. Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Donc, moi, je n'ai jamais été pour les projets. Il m'est arrivé d'auditer des projets. Je me rends compte qu'aux États-Unis, on ne crée pas de projets, on crée des sociétés. Lorsqu'il faut construire les deux lignes, la ligne de chemin de fer, qui relie l'Est et l'Ouest, on crée deux sociétés. Alors, j'ai l'impression que ce texte s'oriente vers cela. La création de sociétés. La création de sociétés sur la base d'un partenariat public-privé. Il faut que notre secteur privé comprenne, je parle du secteur privé officiel, qu'il doit apprendre. Il a de très graves déficits. Il n'y a pas l'État qui est incompétent et le privé qui sait faire. Non. Non. Tout le monde doit apprendre.
à commencer par notre secteur privé. Lorsqu'on crée une société avec minorité de blocage, parce que 35%, ça vous donne la possibilité de bloquer, même si vous êtes minoritaire. Il faut qu'on ait en face des Sénégalais sachant faire. Pas seulement des Sénégalais disant nous sommes Sénégalais, donc il faut nous favoriser. Non. Il faut qu'ils le méritent. Il faut qu'il y ait de la compétence. Ce que certains appellent le patriotisme économique, ça ne doit pas être un passeport À tout. pour des passe-droits. Non. Maintenant, c'est à nous, dans cette négociation-là, d'imposer que le premier livrable, et ça n'apparaît pas, soit le Sénégalais sachant faire. Lorsque nos amis chinois signent un contrat de fabrication d'avions, le premier livrable, ce n'est pas l'avion. Le premier livrable, c'est les Chinois sachant faire autant que l'ingénieur des ADS. Donc les premiers livrables, ça doit être les Sénégalais sachant faire. S'ils nous donnent une machine-outil, avant de nous donner la machine-outil, il faut qu'ils nous livrent les Sénégalais sachant concevoir et monter, fabriquer cette machine-outil. Alors, maintenant, le problème, c'est que cette question est abordée encore une fois de façon techniciste. On a parlé de dialogue national il y a quelques mois. Le dialogue national, c'est une démarche. Ce n'est pas une réunion. C'est une approche. Ce n'est pas une réunion. Sur cette question-là, on doit faire bloc national. Parce que les pays bailleurs de fonds, s'ils ne nous voient pas en bloc national, ils ne vont pas lâcher. S'ils se sont tués à vouloir nous imposer les APE, mais s'ils lâchent sur cette question-là, l'accord sur les APE est caduc, même s'il n'est pas officiellement dissous. Donc ils vont résister. Il faut sous-régionaliser, sinon régionaliser la question. Et, encore une fois, le partenariat public-privé, c'est-à-dire la partie privée sénégalaise, il ne faut pas qu'elle soit, un instrument de maintien du statu quo. Comment lui donner pouvoir? Comment lui donner un rapport de force qui lui est favorable en face des entreprises étrangères? Il y a une autre question. Est-ce que justement le public sénégalais, le privé sénégalais, les entreprises qu'ils ont déjà sont des entreprises sénégalaises ou bien des entreprises étrangères à capitaux sénégalais? Non, pour moi, je connais des entreprises dont la géographie du capital est à patronyme sénégalais tout noir. Ce sont des entreprises étrangères. Ce sont des entreprises étrangères. C'est une question préalable qu'il faut régler par rapport à cette mais ce question. n'est pas une question de droit. Comme il le disait tout à l'heure, c'est une question de lutte. C'est une question de confrontation en disant, moi je suis là pour favoriser mes nationaux. Mais mes nationaux sachant. Alors, moi je suis pour que ce soit les Sénégalais qui contractent. Y compris dans son domaine, lui, y compris à l'université. Moi je dis toujours pour les marchés de consultance et d'études, que ce soit nos universités, même dans le cas où elles ne savent pas faire, qui contractent. Parce qu'elles sauront quoi mettre dans le contrat pour savoir faire à la fin des travaux. Donc, le privé sénégalais, même s'il ne sait pas faire, il faut le projeter. Il faut que ce soit lui qui contracte, pas l'État seulement. Et donc, que ce soit à lui qu'on paye, que ce soit lui qui répartisse. Lui, il connaît ses intérêts. Il les défendra dans les formalités contractuelles. Mais encore une fois, maintenant dans les rapports avec l'État sénégalais, pas avec les sociétés étrangères. Dans les rapports avec l'État sénégalais, mais si l'État vous aide, il faut une contrepartie. Lorsque le président Macky Sall réduit la pression fiscale sur les salariés, sur tous les salariés du Sénégal, donc y compris les salariés du privé. Il faut réinvestir. Ah oui. Donc nos patrons, il faut qu'ils investissent. Maintenant, à la décharge du privé sénégalais. Si vous étudiez le développement des pays que j'ai cités tout à l'heure, le privé avait l'avantage de la lisibilité et de la visibilité. On nous parle de PSE 2035, mais il faut que notre privé soit sûr que dans les rapports qu'il a avec l'État, quel que soit le régime, quels que soient les résultats d'élections futures, rien ne changera. Que rien ne changera. Mais sinon, et moi je ne les défends pas, ils n'investiront pas. Si vous voulez que un privé investisse, mais faites-lui des contrats à 10, 15, 20 ans. Moi, je suis pour des contrats pluriquinquennaux.
dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, mais pour vaincre le lait qui vient d'Europe de l'Est aussi, et d'Amérique du Nord, mais il faut 10-15 ans d'investissement. Ouais. Donc il faut des contrats avec notre secteur privé sur 10, 15, 20 ans. Mais s'ils ont ça, ils iront emprunter et ils achèteront les machines nécessaires. Donc c'est ça qu'il faut régler dans le partenariat public-privé. Sur le plan opérationnel, sur le plan technologique, sur le plan... Moi, je n'ai pas tellement de demandes sur le plan juridique. Moi, je suis président de la République, je suis Premier ministre, je suis ministre. Je connais les entreprises, j'écarte illégalement, j'insiste, illégalement. Je dis, c'est vous qui pouvez compétir et pas celui-là. Celui-là, c'est des FAL, c'est des Diop, c'est des SAR, mais ce n'est pas nous. On se développe si on discrimine. On se développe si on est, entre guillemets, injuste, mais en notre faveur. C'est ce qu'il appelle aujourd'hui la discrimination positive par rapport aux entreprises locales. Et ça demande du courage politique pour le faire. Oui, Parce et même mieux, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts derrière, on a beaucoup de voies et moyens pour y parvenir même de façon argumentée. Mais est-ce qu'on le fait? Il faut trouver les arguments qui permettent de ne pas avoir de complications. D'être intelligent. Voilà. Et vous savez... Il faut être stratégique. Vous savez, par exemple, quand l'Europe veut discriminer certains de nos produits, on invoque la flactocine pour barrer la route à notre huile d'arachide. Bon. On peut toujours invoquer des normes, on peut fixer les caractéristiques que l'on veut avoir. Par exemple, si on veut barrer la route à certains produits asiatiques, les Européens ont dit il ne faut pas qu'il y ait le travail des enfants dans la production de telle affaire, etc. Donc, je pense qu'il faudra revisiter tous ces canaux-là pour trouver les voies et moyens. Ce que je voulais rajouter, disons, c'est que on ne mise pas assez sur notre artisanat. Et on ne revisite pas disons, certains secteurs, tels que le textile et d'autres. Et tout à l'heure, donc, j'ai parlé de l'agrobusiness. Il y a des faits. On importe plusieurs milliards de lait en poudre. On importe du beurre, etc. etc. 2019, c'était 49 milliards oui. d'importation de lait en poudre. J'ai fait une mission pour l'Agence nationale d'aménagement du territoire où justement il y avait deux parties dans le PNDAT. Une des parties avait trait à l'aménagement du territoire en termes de hiérarchie fonctionnelle des établissements humains, c'est-à-dire voir où c'est que doit passer un pont, une route, une décharge, etc. Et pour aller au-delà, l'ANAT avait décidé, disons, que je les accompagne pour avoir un volet développement durable, basé sur la valorisation des ressources au niveau des territoires, partant de l'audit des ressources, l'identification des techniques et technologies, aussi bien endogènes qu'innovantes, pour pouvoir valoriser de la ressource, créer du pouvoir d'achat et faire contribuer la microéconomie à la croissance nationale. Donc, quand je prends l'artisanat, disons, l'aménagement d'un cadre favorable va être comment, par exemple, si je prends le secteur de la menuiserie métallique, pour d'abord dépasser le seul fait que les menuisiers métalliques n'utilisent qu'un seul métal, c'est le fer. Ils utilisent qu'un seul procédé de finition, peinture anti-rouille et peinture. Alors que nous savons que, en termes de matières premières, c'est tous les métaux et alliages qui peuvent aller pour développer ce secteur. Donc, il faudrait fusionner les activités du traitement de l'aluminium recyclé à Rebus, ce qui rajouterait un métal supplémentaire, le bronze qui est utilisé à Soumbédioune pour fabriquer des statues. Et donc, on a une diversification des matériaux qui sont utilisés pour investir dans le secteur. Et des technologies. Pourquoi ?
Parce que les technologies, ce n'est pas simplement de l'assemblage mécanique où on soude. On peut faire de la fonderie, de la petite fonderie. On peut faire de la ferronnerie, etc. Et diversifier le type d'objet utilitaire qui puisse être fabriqué. Ça veut dire que ça permettrait même de passer de l'artisanat classique à la semi-industrie, parce qu'à côté de chaque atelier artisanal, il pourrait y avoir une ligne de production, par exemple, d'objets utilitaires tels que des objets de quincaillerie, qui sont jusqu'à présent importés. Les clés, les poignées de porte. Poignées de porte, les trombones, les clous, les tringles à rideaux, les appliques murales, etc. Mais ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller vers la préférence nationale, c'est donner aussi à nos différents secteurs les moyens pour améliorer leurs produits de base et pour créer de nouveaux produits. Améliorer leurs produits, c'est améliorer les procédés de production. Et ça, il faut des connaissances de sciences et technologies pour cela. Et on ne peut pas aller vers une industrialisation dans tous les secteurs où on peut le faire tant qu'on ne donne pas la parole aux scientifiques et aux techniciens qui s'appuient sur les compétences énormes. Moi, j'ai un très grand respect pour les artisans. Tout confondu. Vous savez, vous prenez quelqu'un qui a, je le dis toujours, quelqu'un qui a inventé le métier à tisser pour faire du serrure-rabal, qui n'a jamais été à l'école, et qui maîtrise les problèmes de teinturerie. C'est pareil, encore une fois, si on veut développer l'industrie de la teinturerie, accompagner le textile en même temps, etc., ben, il faut qu'on valorise nos produits, parce que la teinture, elle provient de pigments et de colorants qui viennent du monde du règne végétal ou du règne animal, ou du règne même géologique, parce que les bogolans, c'est des ocres, et les trucs végétales, c'est des extraits de différents... Je cite en parenthèse, l'extrait de bissap, transformé en poudre ou en produit lyophilisé, c'est l'un des meilleurs colorants rouges, et en plus, il est bio. Et non seulement il peut être utilisé pour l'industrie, par exemple, du textile, mais en même temps pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie alimentaire, etc. Mais ça demande d'ouvrir tout ça à toutes les compétences sénégalaises, qu'elles soient ici ou à l'extérieur, qu'ils participent à cette réflexion stratégique. Oui, c'est une mobilisation nationale. C'est une mobilisation nationale et elle doit se faire dans la continuité. Si vous étudiez les projets de Diamniadio, vous verrez qu'ils datent du milieu des années 90 sous Abdou Diouf. Vous voyez le temps qu'on a perdu, que nous avons perdu. Et c'était conçu comme une plateforme nationale de production artisanale. Le premier projet sur Diamniadio. Mais nous sommes très colonisés. Lorsque nous parlons d'industrie, nous pensons bâtiment, nous pensons immense usine. Alors que lorsque nous parlons d'industrialisation, il s'agit de modernisation du processus productif, de la succession des tâches productives. Il ne s'agit pas du grand bâtiment. Il y a des pays comme l'Inde, où ce qu'ils appellent la production industrielle, c'est un cumul de petites productions. Absolument. Ce ne sont pas les immenses usines. Donc nous avons les moyens aujourd'hui de produire industriellement. Nous n'avons peut-être pas les moyens de construire de grandes usines. Mais nous avons les moyens de produire de façon industrielle. Deuxièmement, et ça c'est à la hauteur de notre artisanat. Il ne s'agit pas de connaissances qui sont hors de portée de nos artisans. Il s'agit beaucoup plus de transition industrielle que d'industrialisation immédiate. Et nos artisans peuvent le faire. Oui, parce que le Sénégal importe même des clous. Et ce qu'il y a de moderne... Importe même des cure-dents de la Chine. Oui, mais moi, 6000 km. J'ai toujours pris l'importation des clous pour une insulte. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nos artisans sont modernes. Ils correspondent aux normes modernes de l'organisation du travail. Nous sommes en train de revenir à la polyvalence des agents. Vous allez à la Sénélec aujourd'hui, le recrutement se fait d'abord sur la polyvalence, beaucoup plus que sur la spécialisation. Et nos artisans ont cet acquis-là. Donc ils ne sont pas largués, pour employer ce mot-là. Ils sont d'aujourd'hui et ils sont déjà de demain. Ils correspondent aux normes innovantes
d'organisation du travail moderne. Alors, l'appui sur eux, je ne sais pas si vous en rendez compte, nous projette sur une croissance à 2 chiffres. Hein. Nous parlons d'une armée aux pieds nus et aux mains nues. Nous parlons d'une armée sans outils. Alors, moi, il m'est arrivé de faire accidentellement des expériences. Je remarque que nos artisans, y compris les moins alphabétisés, ont une mémoire des schémas. Moi, j'ai des amis polytechniciens qui me disent, ça, pour monter cet appareil-là, il me faut lire un plan. Pour le démonter, il me faut aussi lire un plan. Mais ils le font sans plan. Alors, je n'y croyais pas, ils me l'ont démontré. Pour moi, un plan, ça se lit et vous ne pouvez rien faire. Or, nos ouvriers indépendants, comme je les appelle, ils ont cette intelligence-là et ce savoir-faire-là. Alors, cette armée-là, ça vaut plusieurs usines. Hein. Ça vaut plusieurs usines. Et beaucoup d'entre eux chôment. Ce n'est pas du chômage apparent. Puisque de temps en temps, ils sont appelés par leurs collègues à la tâche. Mais ça, c'est l'État qui doit organiser ça, mettre en place les moyens. Oui, c'est l'État qui doit mettre en place les moyens, mais en s'armant d'abord. Parce que l'État n'a pas de main-d'œuvre pour couvrir ces tâches-là. Et là, permettez-moi une remarque. Il y a 5 500 000 fonctionnaires en Allemagne. Il y a 4 700 000 fonctionnaires en France. Rapporté à la population, ça vous donne 900 000 à 1,1 million fonctionnaires au Sénégal. Les plans d'ajustement structurel ont cassé nos États, ont désarmé nos États. Il y a plein de choses que nous demandons aujourd'hui à l'État. L'État ne peut pas le faire. Parce que les plans d'ajustement structurel ont expulsé les intelligences, les savoir-faire de l'État. Si l'État voulait aujourd'hui restaurer les travaux publics, mais pas comme les travaux publics d'avant, mais comme instance de contrôle des directives de l'État. Quand je prends nos chômeurs diplômés, mais pas forcément qualifiés. Tout à l'heure, je parlais des qualifiés. Mais moi, je suis allé au génie militaire, ils ont tous les corps d'État. Je suis allé à l'université, il y a tous les corps d'État, mais sous l'autorité technique de l'armée et de l'université, mais vous n'avez pas besoin des grandes sociétés chez lesquelles j'ai des amis, hein, pour construire des routes ou des ponts. Vos ponts et vos routes sont construits. Le génie militaire peut s'en occuper. Mais bien sûr. Bien, je ne dis pas que c'est à lui de faire, mais sous son autorité technique, sous son contrôle, il peut faire. Il peut faire. Sous l'autorité technique de l'université, sous le contrôle de l'université, il peut faire. Mais pour en revenir au texte gouvernemental, on a beaucoup plus besoin d'un texte d'organisation, comme vous venez de le dire, que d'un texte législatif juridique. C'est des textes qui doivent être sur le terrain, des textes concrets. C'est ça. Disons que si c'est une loi, il faudrait le décret d'application et puis un plan stratégique de mise en œuvre. Et je prends un exemple. Depuis que le monde paysan contribue à l'avancée de ce pays, tout le monde sait vraiment leur expertise dans ce domaine. Tout le monde sait aussi qu'ils sont en retard dans tout ce qui est modernisation de l'agriculture. Alors, disons, un des problèmes d'optimisation, parce qu'en fait c'est un problème d'optimisation, de contrôle, et c'est la maîtrise de l'eau. Mais moi je dis, la maîtrise de l'eau dans l'agriculture, dans le monde moderne, doit nécessairement passer par des techniques d'irrigation modernes, notamment le goutte à goutte. Il faudrait que les paysans le maîtrisent. Mais l'approche classique fait que c'est des choses importées qui sont chères. Or, nous avons des possibilités ici avec nos artisans. Vous savez, le problème de l'irrigation, c'est un problème de plomberie. Absolument. Ce n'est rien d'autre qu'un problème de plomberie. Et tout le monde sait le nombre de plombiers qu'on a. Vous prenez une serre. D'abord, la serre, elle vous permet, avec l'irrigation au goutte à goutte, de maîtriser l'eau, vraiment d'être très, très, très compétitif en matière de consommation d'eau. En matière de consommation d'herbicides,
parce que vous n'arrosez qu'au niveau de la plante. Donc vous avez moins d'herbes qui poussent dans l'espace irrigué au goutte à goutte. La troisième chose, c'est que vous prenez des tuyaux en PVC. Vous prenez des fûts en PVC. Vous les mettez sur 1 mètre. Vous remplissez tous les matins les fûts. Vous avez des vannes, les tuyaux PVC. Et tout ça, c'est fabriqué ou récupéré ici. Ils sont percés et vous avez votre goutte à goutte. Maintenant, même l'ossature, vous prenez vos tuyaux en PVC que vous courbez, vous faites un tunnel parce que vous l'habillez après avec un moustiquaire ou de la toile. Et tous ces produits sont fabriqués ici. Ouais. Imaginez, vous avez 45 départements. Le ministère de l'Agriculture qui met dans chacun de ces 45 départements une serre sur 500 mètres, ça ne va pas chercher plus de 5 millions. Mais quand dans chaque département, vous avez une serre pilote qui est mise en place par le service départemental de l'agriculture, et c'est là où justement Le CR. les moyens, parce qu'à l'époque, les fonctionnaires étaient en nombre suffisant pour que les services régionaux et les services départementaux et les directions régionales agriculture, élevage, tout ça, étaient bien dotés en compétences humaines. Et ça aurait été eux leur travail de mettre ces serres pilotes. Et vous savez, quand vous avez une serre pilote, investissement 5 millions, retour sur investissement de spéculation sur 2 fois 3 mois, vous avez votre retour sur investissement. Le paysan d'à côté, il n'a même plus besoin de l'État parce qu'il a appris. Et son fils ou son neveu, peut, au lieu de lui envoyer de l'argent tout le temps, peut lui financer cette serre qui est mise en place par son neveu qui est plombier, etc. etc. Voilà. Malheureusement, le temps que nous avons parti est terminé. On a même pris 2 minutes de plus. Toutes nos excuses à nos auditeurs. Merci infiniment à professeur Ababakar Sadikh Bey. Merci au ministre Doudou Sarr d'avoir été avec nous sur l'air du temps. Merci à Biran Sissé qui a assuré la partie technique. Vous écoutez e-Radio, la première radiovision du Sénégal. Merci et bon week-end à tous. Vous écoutez e-Radio 80.